l'heure des comptes est arrivée et si certains vont être portés au nu, d'autres vont de nouveau en prendre pour leur grade. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si vous étiez impatient de la voir, mais en tout cas personnellement j'étais vraiment très impatiente de la tourner. Je pense que avec ma pile à lire du Black November, c'est clairement la vidéo que je préfère faire de toute l'année. Ici, ça part en petite boisson rafraîchissante parce que je sais d'ores et déjà que je vais beaucoup trop parler dans cette vidéo. Donc je vous invite d'ailleurs à faire la même chose parce qu'à mon avis, cette vidéo va être très longue. C'est donc parti tout de suite pour mes top flops de l'année 2021. Traduction donc, qui dit top flop dit pire et meilleure lecture de 2021. Quand je dis que cette vidéo va être longue, c'est que j'ai très exactement listé 16 tops et 13 flops. Autant vous dire qu'on en a pour un moment. Et avant de passer à proprement dit à mes meilleures et mes pires lectures de l'année passée, je voulais tout simplement revenir en quelques chiffres sur mon année de lecture et également vous parler de mes quelques petites résolutions livresques. Je prends donc mon petit carnet dans lequel j'ai bien sûr tout noté. Donc en 2019, et à ma grande surprise parce que très sincèrement je ne pensais vraiment pas arriver à ce score là, j'ai lu très exactement 101 romans. 101 livres. Et non, vraiment, je n'aurais pas parié un copec sur le fait de dépasser la barre des 100. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une année extrêmement chargée et qu'en plus de ça, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, je suis devenue maman. Et par conséquent, lire avec un enfant en bas âge, c'est vrai que certains jours, ça peut être du sport. Surtout que comparativement, en 2020, j'avais lu 98 romans. Donc j'ai vraiment été surprise de voir que j'en avais lu plus cette année. Oui, mais j'ai ensuite comparé le nombre de pages et là, tout s'explique. Puisque cette année, j'ai lu exactement 34 963 pages, alors que l'année dernière, j'en avais lu 36 390, ce qui veut dire que oui, en 2020, j'ai peut-être lu moins de livres, mais j'avais lu plus de pages. Donc, ceci explique cela. Et du coup, je comprends mieux ce résultat. Au niveau de mes statistiques par genre, sans grande surprise, le genre que j'ai le plus lu, ça reste bien sûr le thriller avec 28 thrillers lus, 23 romans policiers, là encore, aucune surprise. Vient ensuite le contemporain avec 20 romans, puis l'horreur avec 9 romans. Je pense que mes lectures du King ont dû franchement aider à ce niveau-là. Et ensuite, on a la jeunesse par exemple avec 8 romans et d'autres genres qui sont vraiment minoritaires et que je n'ai pas listés. Quant à mes résolutions livresques pour 2022, quelles sont-elles? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais, dans la mesure du possible, lire autant de livres que cette année passée. Je vous avoue que je pars quand même pas très confiante parce que une fois de plus, mon planning est plus que chargé et lire plus de 101 livres, ça me paraît difficile, mais qui sait. J'aimerais également pouvoir réduire drastiquement ma pile à lire et donc par conséquent, je pense qu'en 2022, je vais faire très peu d'achats livresques, très peu d'achats de nouveaux livres parce que j'en ai déjà tellement à la maison que j'ai tous envie de découvrir, que j'ai pas envie de me frustrer encore plus avec de nouveaux titres que j'aurais tout autant envie de découvrir. Je sais que je ferai tout de même certains achats pour potentiellement par exemple compléter des sagas ou compléter peut-être des bibliographies, mais je vais dans la mesure du possible essayer vraiment de limiter un petit peu, vous savez, les achats impulsifs d'un auteur que vous ne connaissez pas, un titre que vous n'avez jamais entendu parler, mais vous vous dites oui, pourquoi pas un jour. J'en ai déjà 50 des bouquins comme ça dans ma pile à lire. Donc je vais déjà essayer de me concentrer sur cela, vous en faire des retours, et puis voilà, ce serait déjà pas mal. Bon alors une fois de plus, hein, on est sur un soleil qui joue à cache-cache. Je sens que le tournage de cette vidéo va être très long et compliqué. Et du coup, d'ores et déjà, désolée pour la luminosité qui va être extrêmement changeante. J'aimerais également tenter de clôturer, ou en tout cas d'avancer un maximum de sagas littéraires, parce que j'en ai énormément de débutés que, tout simplement, que j'ai envie de terminer. Je pense par exemple à la saga Charcot et Nebel de Franck Thillier, même si je ne suis pas certaine qu'elle soit terminée. Même si je ne la clôture pas, j'aimerais l'avancer au maximum. Je pense aussi à des sagas Nadine Mon Fils, à la saga Sherlock Lupin et moi, à la saga du département V, qui est l'exemple typique de la saga dont j'ai encore plein de tomes dans ma pile à lire
qui prennent la poussière. Bref, vous aurez donc compris l'idée. En 2022, j'aimerais aussi continuer et surtout terminer de faire le tri dans mes bibliothèques qui sont là juste derrière, de virer tous les romans que je n'ai tout simplement pas envie de garder. Comme je l'ai dit, de toute façon, ça fera l'objet d'une vidéo unhaul, mais voilà, il n'y a plus le choix. En 2022, il faut que je m'attaque à ce point-là, que vraiment je me sépare de certains romans que je n'ai tout simplement plus envie de voir chez moi. Donc voilà, ça c'est vraiment l'un de mes goals ultimes de 2022 que je suis obligée de respecter. En ce début d'année 2022, j'aimerais également terminer la refonte du site ReadTrip. D'ailleurs, je croise les doigts, mais normalement lorsque cette vidéo sera en ligne, eh bien la refonte sera elle également en ligne. Je vous mets juste ici la nouvelle URL. Je vous invite donc à aller y jeter un tour et n'hésitez surtout pas à me faire vos retours constructifs et aussi à laisser vos avis sur les romans présentés et tout simplement aller découvrir cette nouvelle version qui normalement est faite pour être beaucoup plus ergonomique et sympathique à la navigation. En cette nouvelle année, niveau challenge littéraire, pas grand chose de nouveau. Bien sûr, je vais refaire le Black November, ça c'est juste incontournable pour moi. Vous le verrez également la semaine prochaine, mais je vais aussi me lancer dans un nouveau challenge littéraire qui tourne également autour de mes genres de prédilection. Et puis, en parallèle de ça, bien sûr, je vais essayer de faire un maximum de Nuit des Noctambules parce que c'est tout de même l'un des challenges que j'organise, donc bon... La moindre des choses, c'est tout de même que j'y participe. Et je pense que ce sera tout. J'aurais adoré refaire des week-ends à 1000, mais très sincèrement, je doute de pouvoir en faire. Quant aux autres challenges littéraires, soit tout simplement ils ne me correspondent pas, soit pour des raisons diverses et variées, je n'ai pas envie de les suivre. Donc voilà, je pense que pour cette année 2022, ce sera déjà pas mal. Sinon, j'ai aussi pour objectif de continuer à lire du King, hein, ça ne changera pas. Si vous me suivez, vous aurez vu que cette année, ça aura été vraiment, je pense, une année pour moi placée sous le signe de Stephen King parce que c'est vraiment l'année où j'ai repris peut-être un peu plus intensément ma lecture de ses romans parce que même si c'est un auteur que je lis depuis bien plus de 15 ans maintenant, et bien cette année j'en ai quand même lu pas mal et c'est un petit peu un cercle vicieux plutôt agréable parce que plus j'en lis et plus j'ai envie d'en lire. Donc bien sûr en 2022 je vais continuer à en lire un maximum parce que tout simplement il y en a déjà pas mal dans mes piles à lire et puis tout simplement parce que j'adore ça. Et par contre mon petit challenge personnel, si possible en 2022, ce serait d'enfin m'attaquer à la lecture du Ça et du Fléau. Parce que ce sont vraiment deux œuvres majeures du King qui me font peur. Pour plusieurs raisons, parce que ce sont d'énormes pavés et que je cours littéralement après le temps pour pouvoir lire dernièrement, et aussi parce que, comme j'ai dit, ce sont vraiment deux œuvres majeures dans tout l'univers du King. Alors, je sais qu'il est important de les lire pour comprendre peut-être d'autres romans, mais justement, il y a ce côté un peu pression de est-ce que je vais aimer ces deux monuments du King? Est-ce que je vais réussir à tout comprendre dans ces deux monuments du King? Donc voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons-là qu'il m'attire autant qu'il m'effraie. Et niveau résolution livresque, c'est à peu près tout et je trouve que c'est déjà pas mal. Et par conséquent, je vous propose maintenant de passer à mes tops et mes flops. Alors on va commencer par les meilleures lectures que j'ai pu faire en 2021 pour ensuite passer à mes pires lectures parce qu'à mon avis, je ne vais pas me faire que des potes dans cette partie-là. C'est donc parti pour mon top des meilleures lectures de 2021. Bon alors par contre, je vous préviens, au niveau du nom des différentes catégories, c'est du n'importe quoi. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et en plus de ça, je vous présente ces livres vraiment dans un ordre complètement aléatoire. Il n'y a pas de classement ou quoi que ce soit. Tous ont été choisis parce que ce sont des livres auxquels je crois j'ai tous mis au moins 17 en note sur Livre Addict. D'ailleurs, merci Livre Addict d'exister parce que au niveau de mes tops,
j'en avais pas oublié. Mais alors pour ce qui est des flops, je vous avoue que si Livre Addict n'existait pas, clairement certains de ces romans, je ne m'en serais jamais souvenu. Comme quoi mon petit cerveau fait les choses bien parfois, hein. Il a le don comme ça d'oublier certains romans qui pour lui n'en valent clairement pas la peine. Alors je vais passer assez rapidement sur tous les livres parce que de toute façon je vous en ai déjà parlé dans des points lecture et puis parce que vraiment sinon cette vidéo va durer 2 heures. Premier top dans la catégorie un pavé qui en vaut le détour, je vous représente Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne aux éditions Le Livre de Poche. Oui, c'est une pavasse et oui, clairement, ce roman me faisait un peu flipper avant de me lancer dedans, mais je vous assure qu'il en vaut vraiment le détour. Alors oui, j'avais un petit peu peiné au début de ma lecture dans les peut-être 200 premières pages à tout casser, parce qu'il y avait des choses, pas qui me dérangeaient forcément, mais en tout cas qui ne m'intéressaient pas trop, parce que dans ce roman, on va tout simplement suivre la vie d'un jeune garçon, de sa naissance d'ailleurs, même d'avant sa naissance, puisqu'au tout départ, on suit sa mère, qui est une jeune fille de 16 ans, je crois, qui vit dans une famille irlandaise catholique et qui va être gentiment mise à la porte de chez elle, et même de son village carrément, parce qu'elle est enceinte. Elle va donc se rendre à Dublin où elle va avoir un petit garçon qui va par la suite être adopté par une famille un petit peu spéciale et on va suivre donc toute la vie de ce petit garçon qui s'appelle Cyril. Cyril qui va donc grandir dans cette société irlandaise plutôt très conservatrice et histoire de rajouter un petit peu aux difficultés de sa vie, eh bien Cyril va assez rapidement découvrir qu'il est homosexuel. Et forcément, avec une société telle que celle-là, ça risque d'être compliqué. Surtout que durant son adolescence, on se situe dans les années, je crois, 50, 60, quelque chose comme ça. On va ensuite suivre ce garçon, comme je le disais, tout le long de sa vie, entre du coup l'Irlande, les États-Unis et la Hollande également. C'est vraiment un roman fleuve qui va non seulement parler de la vie de cet homme, mais qui va aussi retracer certains grands événements de notre histoire, certains événements marquants, dirons-nous, de la culture gay. J'ai vraiment adoré ce roman. J'ai adoré l'humour qu'il y a dedans, j'ai adoré les thématiques traitées et la façon dont ça a été fait. Bref, je ne peux que vous recommander de lire. Voilà, il est gros, il fait peur, mais croyez-moi, il en fait le détour. Et Séverine, si jamais tu passes par là, je sais que tu l'as débuté, je sais qu'il te reste genre 200 pages, alors qu'attends-tu pour le terminer? La deuxième catégorie, qui sera à l'opposé de la première, s'intitule Petit mais costaud, et pour ça, j'avais envie de vous reparler de La vraie vie d'Adeline Dieudonné aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman est passé sur un nombre incalculable de chaînes. Ai-je vraiment besoin de vous en faire encore un résumé? Je ne suis pas certaine. Comme j'ai dit, c'est un roman très court, mais extrêmement percutant, extrêmement bien écrit. Je crois d'ailleurs que c'est un primo-roman et waouh, juste mon Dieu l'éclair de génie qu'a pu avoir l'auteur. On va y suivre un frère et une sœur qui vont grandir dans une famille dysfonctionnelle, enfin surtout le père qui est un spécimen franchement particulier. Un jour, les deux vont être témoins d'un événement qui va pas mal les traumatiser, surtout le petit frère, et d'ailleurs ça va un peu beaucoup chambouler le petit frère. Et du coup, sa sœur va vouloir encore plus le protéger, même si parfois les choses ne sont pas aussi simples. Bref, une histoire de fraternité, une histoire de fratrie, de famille dysfonctionnelle, de beaucoup de noirceur, mais finalement d'une certaine beauté, d'une certaine solidarité qui en ressort. Voilà, j'ai juste adoré ce roman. Comme j'ai dit, il est extrêmement court, mais pour moi extrêmement fort, très puissant. Et ouais, si vous aimez un petit peu tous ces romans noirs, tous ces romans à l'ambiance un peu lugubre, mais en même temps extrêmement réaliste, je ne peux que vous le recommander. Bon, je vais essayer d'avancer plus vite parce que là, sinon, je crois que je n'en verrai jamais le bout. Dans la catégorie Noir c'est noir, en 2021, j'ai mis Les Démoniaques de Mathias Copping aux éditions La Mécanique Générale. Je vous avoue que je me souvenais pas avoir lu ce roman en 2021. Pour moi, c'était encore l'année d'avant, mais non, c'est bien en 2021 que j'ai lu. C'est un roman, là encore, d'une puissance dingue. Alors là, par contre,
Petit trigger warning, je vous préviens, cette lecture ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a dedans des passages extrêmement difficiles. On va y parler de violences sexuelles, on va y parler de viol, de tout plein de traumatismes comme ça. Ça va être quand même l'histoire d'une jeune fille qui se fait violer par son père et toute une bande d'amis de son père le jour de ses 16 ans et qui ne va avoir en tête qu'une chose, c'est tout simplement de se venger. Je vous laisse imaginer la suite. Autant vous dire que la petite, elle a bien la rage et qu'elle va pas y aller par quatre chemins. Matthias Copping, c'est noir, c'est sombre, parfois c'est franchement glauque, mais c'est très bien écrit, c'est puissant et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir un autre de ses romans, de pouvoir lire, comment s'intitule le suivant, j'ai oublié le titre, qui est apparemment tout aussi glauque, dérangeant mais magistral. Le Manufacturier, voilà, je ne l'ai pas dans ma pile à lire, mais c'est typiquement l'exemple du livre que potentiellement je peux acheter en 2022. La catégorie suivante, je l'ai intitulée La trilogie de mon cœur, et si vous suivez la chaîne, je pense que certains d'entre vous auront deviné de laquelle il s'agit. Et j'ai complètement oublié de vous donner les notes que j'avais mis au roman précédent, mais tous, je leur avais mis 17. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'échelle et mon ressenti par rapport à ces romans. Et la trilogie de mon cœur, vous vous en doutez, il s'agit de la trilogie Monsieur Mercedes de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche, avec le premier tome Monsieur Mercedes, le second Carnet Noir et le troisième Fin de Ronde. Je les ai tous lus en 2021. Je vais les poser parce que même si c'est des poches, ils pèsent leur poids. J'avais mis 18 à Monsieur Mercedes et 17 aux deux tomes suivants. Je ne vais pas revenir sur ces romans, vous faire un résumé, je pense que vous savez de quoi ça parle. C'est du King qui écrit du thriller. Et pour moi, ouais, c'est vraiment l'un des genres dans lequel je le préfère. C'est au cordeau, c'est génial. Il y a dans cette saga, dans cette trilogie, des personnages que j'ai adorés. Bill Hodge, même si au début on a un petit peu de mal, finalement on s'attache quand même très vite à cette espèce de nounours un peu grognon mais plutôt sympathique. Et puis bien sûr mon gros coup de cœur pour Holly, que j'espère vraiment retrouver, si les rumeurs sont vraies, dans un prochain roman que le King est en train d'écrire. Voilà, moi, cette trilogie, ça reste vraiment des titres phares pour moi dans la bibliothèque de Stephen King. Je les ai tous adorés, donc là encore, hein, vous l'aurez compris, je ne peux que vous le recommander. Bon, désolé, j'ai dû allumer, mais là, la luminosité, c'est vraiment trop la cata. La catégorie suivante s'intitule La bonne surprise que je n'attendais pas. Et pour ça, je voulais vous reparler de La Chambre des officiers de Marc Duguin aux éditions Pocket. Lorsque je me suis lancée dans la lecture de ce très court roman, sincèrement, je n'en attendais pas grand-chose, voire rien du tout. Et au bout du compte, c'était franchement une bonne lecture que je ne regrette pas du tout. C'est un court roman qui va revenir sur le parcours de certaines gueules cassées durant la guerre, vraiment du point de vue de leur convalescence, voilà, leur vie dans ces hôpitaux où ils ont à la fois été soignés et en même temps servi de rats de laboratoire. Mais ce que j'avais vraiment aimé dans ce roman, c'est que Marc Duguin a réussi à parler de cet épisode de l'histoire et de la guerre sans tomber dans le pathos, dans le dramatique, dans la tristesse. Au contraire, il y a des choses vraiment extrêmement positives dans ce roman et ouais, j'ai trouvé que c'était un roman plein de sentiments assez complexes avec des personnages plutôt attachants. Donc comme j'ai dit, c'est un roman vraiment plutôt court mais que vraiment je ne peux que vous recommander. D'autant plus du coup qu'il est court et qu'il ne vous prendra pas beaucoup de temps de lecture. Je trouve que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Et c'est un roman auquel j'avais également mis 17. Oui, je suis généreuse dans le 17. En tout cas, c'était le cas en 2021. La catégorie suivante, je l'ai intitulée Actuel, réaliste et incontournable. Et dans cette catégorie, j'y ai mis Raison obscure d'Amélie Antoine aux éditions Pocket. Et là encore, c'est un très joli 17. Et après réflexion, je me dis que même il aurait pu grimper
potentiellement d'au moins un point supplémentaire. Ce roman, là encore, c'est un roman extrêmement poignant, extrêmement, malheureusement d'ailleurs, actuel. Je ne peux pas vous parler de la thématique parce que ça fait complètement partie de l'intérêt du roman, même du twist du roman. Personnellement, j'en avais beaucoup trop entendu parler de ce roman, ce qui fait que j'avais franchement deviné la thématique. Alors malgré tout, vous l'aurez compris, ça, même avec ça, c'est resté une excellente lecture. Mais voilà, personnellement, j'ai vraiment envie de juste vous dire, lisez ce roman sans rien en savoir, croyez-moi, juste, c'est un roman extrêmement poignant qui est presque d'utilité publique, je trouve. J'espère juste qu'un maximum de lecteurs le découvrira parce que même si au début de votre lecture, vous pouvez vous sentir peut-être un peu perdu et vous dire mais où est-ce que l'auteur veut en venir? C'est quoi cette histoire? La petite vie de ces deux familles de banlieusards ne représente aucun intérêt, je vous jure. Qu'il faut persévérer dans la lecture parce que ce roman vaut vraiment le détour. La catégorie suivante s'intitule Un hommage réussi et pour ça, vous ne serez, je pense, pas surpris de voir que j'ai encore mis un Stephen King avec Blaise de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman, c'est une sorte d'hommage de Stephen King à l'œuvre Des souris et des hommes de Steinbeck, qui est une œuvre importante pour lui et une œuvre que personnellement je trouve aussi magnifique. Lisez Des souris et des hommes, c'est juste une histoire sublime. Et donc c'est une sorte d'hommage slash réécriture de cette histoire. Et pour moi, c'est typiquement un Stephen King beaucoup trop peu connu et c'est bien dommage. Et si vous voulez un résumé détaillé, comme d'habitude, je vous renvoie à la barre d'infos ci-dessous puisque vous y trouverez des liens vers les résumés détaillés. Ça me permettra de gagner un petit peu de temps dans cette vidéo et potentiellement de ne pas saouler la moitié d'entre vous. Catégorie 8 que j'ai intitulée Entre un cri de rage et un cri du cœur avec Mon père de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche, une fois de plus. Ce roman, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Là encore, c'est un roman très court. Là encore, attention, lecteurs sensibles, s'abstenir parce que ce n'est pas un spoil. Il va dedans y être question de pédophilie, de prêtre pédophile plus exactement, puisqu'on est tout de même avec un père qui va venir demander des comptes au prêtre qui a violé son fils. Vous vous doutez un petit peu du type de récit qui vous remue les entrailles que vous allez trouver là-dedans, mais ouais, c'est un roman court mais d'une puissance là aussi juste dingue. Preuve en est tous les petits signets que j'avais pu mettre dedans, vraiment. Il y a tellement de passages à la fois d'une grande beauté, d'une grande poésie et en même temps d'une horreur incommensurable. Bref, là encore, vraiment, ça fait partie pour moi de l'un des titres qui m'auront vraiment marqué en 2021, qui, je le sais, me marqueront durant des années et donc je risque de vous rabâcher les oreilles assez régulièrement. Roman court, roman fort, vraiment, lancez-vous. Dans la catégorie Un King bien trop sous-coté à mon goût, j'ai mis Jayland de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Je sais que c'est un King qui ne fait pas forcément l'unanimité, qui a laissé certains lecteurs un peu froids, mais alors moi j'ai juste adoré ce King. Vraiment, c'est le King que personnellement j'adore, le King que j'appelle un peu humaniste, qui va nous parler de gens un peu lambda et qui va nous emmener dans leur vie et nous faire vivre plein d'émotions au passage et voilà, j'ai juste adoré. J'étais à deux doigts de chialer à la fin. Vraiment, pour moi, ouais, c'est un King dont on n'entend pratiquement jamais parler, mais qui vaut vraiment le détour. Alors, je sais que l'un des gros problèmes de ce roman, c'est que, vu la couverture et aussi le résumé, on s'attend à une histoire de parc d'attractions et de fêtes foraines qui fait peur, avec des fantômes et toute cette espèce de mythologie de l'horreur autour du King, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un roman extrêmement réaliste, enfin, assez réaliste. Il y a vraiment une toute petite touche de fantastique, mais qui, moi, perso, ne m'a pas du tout dérangée et qui pourrait
presque passé dans le réaliste, et puis qui surtout n'est absolument pas le propos du roman, donc vraiment ne lisez pas ce roman en espérant y trouver de l'horreur, du frissonnant, etc. parce que oui, dans ce cas-là, vous seriez déçus. Lisez-le pour y lire des sentiments humains, beaux ou pas toujours très beaux, mais voilà, vraiment ce King qui parle des êtres humains et qui en général le fait très bien. Dans la catégorie une saga jeunesse topissime, j'ai mis Sherlock Lupin et moi, le tome 3 et le tome 4 que j'ai lu tous les deux donc en 2021. Je vous ai déjà parlé de cette petite saga jeunesse que j'adore et que je recommande sans problème, donc je ne vais pas revenir dessus. On y suit la jeunesse de Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler, qui est d'ailleurs la narratrice de leurs différentes aventures. En réalité, c'est une saga jeunesse écrite par Pier Domenico Baccalario et Alessandro Gatti, deux auteurs italiens qui ont l'habitude d'écrire de la jeunesse et qui en tout cas ici le font très bien. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Si vous avez de jeunes lecteurs à la maison qui aiment l'aventure, qui aiment les mystères, alors à coup sûr je pense que ça devrait leur plaire. Et même si comme moi vous aimez tout cet univers et que vous avez un petit peu gardé votre âme d'enfant, franchement ça se déguste comme des petites pâtisseries succulentes. Je crois que j'ai terminé cette vidéo dans le noir. Et pourtant il est à peine 4 heures passées. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quand tourner, je ne sais plus. Et j'ai encore failli à mon devoir en ne vous donnant pas les notes. J'avais donc mis à mon père de la cour la note de 18, à Joyland 17 et également un 17 aux deux Sherlock Lupin et moi. Catégorie suivante avec une saga adulte ce coup-ci, topissime, avec Angor, Atomka et Pandemia de Franck Tillier aux éditions Pocket. Ce sont 3 tomes de la saga Charcot et Nebel. Ce sont 3 tomes auxquels j'ai mis 17. Ce sont 3 tomes avec des enquêtes différentes, donc je ne vais pas vous faire un résumé, mais voilà, décidément, lorsque j'ai relu mes notes que j'avais mises en cette année 2021, je crois que je dois me rendre à la conclusion que vraiment, je suis plutôt fan de Franck Tillier et que j'aime beaucoup trop cette saga Charcot et Nebel, et comme je l'ai dit en début de vidéo, j'espère vraiment pouvoir la continuer en cette nouvelle année. Et après la luminosité, le boum boum dehors et le chien du voisin. Je vais finir par croire que quelqu'un m'en veut là. Dites-le si vous voulez pas que je tourne mes top flops aujourd'hui. Vous auriez au moins pu attendre que je parle des pires lectures pour tout ça. Non? Catégorie 12. Une auteure à suivre. Et pour ça, je voulais vous reparler des Ravagés de Louise May aux éditions Pocket. J'ai découvert Louise May en 2021 après en avoir tant entendu parler. Je savais que c'était une auteure de romans noirs, thrillers, polars française, assez engagée dans la cause des femmes. Je savais qu'elle écrivait des romans assez forts, assez poignants, et effectivement pour l'instant, c'est ce que j'ai pu découvrir d'elle, entre autres dans Les Ravagés. Je suis d'ailleurs en train en ce moment de lire un autre Louise May dont je vous parlerai bientôt du coup. Mais ici, on va suivre une brigade de flics, un peu comme dans le film Police, qui est vraiment spécialisée dans les crimes sexuels. Une brigade qui, dans la réalité, n'existe pas, et là-dessus va venir se greffer toute une histoire. Et j'avais, je crois, à peu près tout aimé dans ce roman. Alors, même si, disons, dans la résolution, il y avait certaines petites choses qui m'avaient un peu fait tiquer, néanmoins, cet auteur avait eu le mérite de soulever certaines thématiques importantes. Elle avait réussi à planter une ambiance, un décor assez oppressant et assez réaliste. Dans mon souvenir, elle avait aussi livré des personnages, toute une équipe plutôt attachante que j'avais vraiment aimé suivre. Donc voilà, pour moi ça reste une très bonne lecture, et une lecture là encore dont je pense je vais me souvenir un bon moment. Catégorie 13, un premier roman réussi, et pour ça je vais vous reparler de Le Bal des Folles de Victoria Mass aux éditions Le Livre de Poche. Bon bah là encore, je pense que toutes les chaînes ou presque ont parlé de ce roman. Il a d'ailleurs été adapté il y a peu en film, il me semble que c'est au cinéma qu'il est passé, si je ne dis pas de bêtises, avec Mélanie Laurent.
J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est un roman très court qui revient sur une période de la Salpêtrière où un professeur, un docteur extrêmement connu, le docteur Charcot, faisait des expériences sur des femmes dites folles, parce que toutes n'avaient pas réellement des problèmes psychiatriques. C'est un roman qui va surtout nous parler d'une période de l'histoire et de la place des femmes dans cette période. Une histoire de femmes donc, avec cette psychiatrie en toile de fond. Et ouais, c'est un mélange qui, avec moi en tout cas, a vraiment pris, que j'ai beaucoup aimé. Et là encore, c'est un roman très court, donc vraiment, si vous voulez le tenter, je pense que vous n'avez pas grand chose à perdre. Et une fois de plus, je lui avais mis 17, tout comme d'ailleurs Les Ravagés de Louise May. Dans la catégorie Faire du beau avec du moche, j'ai mis Glaise de Franck Buis aux éditions Le Livre de Poche. Et là encore, je vous le donne en mille, c'est un roman auquel j'ai mis 17. Si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que Franck Buis est un auteur que j'aime beaucoup, avec une plume très particulière, mais qui en général sait me convaincre et m'embarquer. Il écrit la plupart du temps des romans noirs, ruraux, plutôt dramatiques, avec toujours des ambiances extrêmement bien travaillées dans ces petits villages au fin fond de la France. Ici, on est dans un petit village de montagne. Durant la guerre, on va suivre 2-3 fermes, 2-3 familles comme ça, vraiment paumées dans un petit patelin, qui vivent un petit peu en vase clos avec certaines rancœurs, certaines rivalités. Et comme d'habitude avec Franck Buis, on va explorer toutes les facettes de l'humain, que ce soit des facettes reluisantes comme d'autres beaucoup moins reluisantes. Je me souviens d'une scène dans ce roman de zoophilie qui m'avait... Voilà, rien que d'y penser, j'ai encore envie de vomir. Mais à côté de ça, comme d'habitude, Franck Buis a su, avec sa plume extrêmement poétique, extrêmement cisée, nous parler vraiment de cette campagne, de ces gens qui font l'économie des mots et qui en même temps sont extrêmement dignes, malgré toute la pauvreté, que ce soit financière ou affective, dont ils sont victimes. Que vous dire de plus que voilà, j'aime Franck Buis, c'est vraiment un auteur à part pour moi dans l'univers français que je prends vraiment plaisir à suivre, à lire à chaque fois. Et Glaise, pour moi, ça a vraiment été une réussite cette année. Dans la catégorie je ne me souviens pas avoir tant aimé, mais apparemment selon Livre Addict, j'ai adoré. Thérapie de Sébastien Fitzek aux éditions Le Livre de Poche. Alors sur Livre Addict, je lui ai mis 18, ce qui veut dire que sur le coup j'ai dû passer un excellent moment de lecture. Alors je me souviens effectivement d'une histoire vachement portée sur la psychologie, sur de l'ambivalence, avec une histoire de schizophrénie, de petite fille qui disparaît. Et je me souviens que j'avais effectivement beaucoup aimé vraiment tout le gros de ce roman, toute la construction, tout le mystère qui est mis en place, mais je me souviens aussi du final et je me souviens que pour le coup, ça avait fait un petit peu moins. En fait, je me souviens d'une espèce de surenchère et même si le final était bien, et bah, la petite couche de crème qu'il avait rajoutée par-dessus, pour le coup, était peut-être de trop. Donc voilà, je pourrais pas vous dire mieux. Apparemment, sur le coup, j'avais surkiffé. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, ah ouais, j'avais mis 18. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, je mettrai peut-être pas cette note-là, mais bon. Faudrait pour ça que je le relise. Et clairement, je vais avoir autre chose à faire en 2022. Et je terminerai avec sûrement mon plus gros coup de cœur de cette année, le roman qui je pense m'aura le plus marqué avec Mon père de Grégoire Delacour, que j'ai mis dans la catégorie Mon petit cœur est passé sous un rouleau compresseur. Et pour cela, je vais vous parler d'En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau aux éditions Folio. C'est simple, j'ai mis 19 à ce roman parce que j'ai beaucoup de mal à reconnaître qu'il peut y avoir un roman parfait, ce qui fait que je pense n'avoir jamais mis de 20, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai adoré cette lecture. Et pourtant, là encore, c'est un roman extrêmement court, mais mon Dieu, ce livre a été pour moi un tourbillon, un ouragan qui m'a emporté avec lui. Je crois d'ailleurs que c'est ce que j'avais dit dans mon point lecture, que c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai pu lire jusque-là. Ce roman est plein d'espoir, de tristesse, de joie, d'un panel d'émotions absolument
dingue, avec des personnages aussi réalistes que loufoques, qu'en couleur. Bref, j'ai vraiment adoré ce roman que je ne peux que vous recommander. Surtout que l'adaptation cinématographique est sortie ou va sortir au cinéma. Et ayant vu la bande-annonce et le casting, j'ai un peu peur. Je vous avoue que je suis pas certaine que l'adaptation permette vraiment de rendre un petit peu l'âme de ce roman et soit vraiment fidèle à ce qui fait la beauté de cette histoire, mais voilà. D'autant plus, si vous voulez voir le film, je vous conseille vraiment avant de lire ce roman qui est très court, qui se dévore et qui est d'une puissance juste dingue. Donc voilà, depuis j'ai très envie de lire un autre roman d'Olivier Bourdeau et en même temps j'ai très peur parce qu'il a fait tellement fort avec celui-ci que j'ai peur que le suivant soit du coup une petite déception. C'était donc mes tops de l'année 2021, ces lectures qui m'auront marqué, que j'ai adoré et que par conséquent je ne peux que vous recommander, comme vous l'aurez vu, certaines encore plus que d'autres. Et maintenant on va passer à la partie qui fâche, parce que bon, en 2021, soyons clairs, je n'ai pas eu que des bonnes lectures, loin de là, j'ai même eu d'énormes déceptions. Alors, si cette année, je n'ai pas abandonné de roman, contrairement, je pense, à l'année passée, néanmoins, certaines lectures ont franchement été laborieuses. Et je vous avoue que pour certaines, je me suis vraiment forcée pour pouvoir vous en parler en tout état de cause. Parce que... ah ouais, pour certaines, c'était pénible. Alors je le sais, hein, je ne vais certainement pas me faire que des amis dans cette partie, donc si vous ne voulez pas entendre parler de choses négatives sur des livres, je vous invite tout simplement à quitter la vidéo ici. Si vous me suivez, vous le savez, je suis toujours très franche et assez tranchée dans mes avis, que ce soit en positif ou en négatif. Donc une fois de plus, je ne vois pas pourquoi je mâcherais mes mots. C'est donc parti pour mes plus ou moins gros flops de l'année 2021. Et là, au niveau des notes, je crois que l'on va aller du 13 sur 20 au 5 sur 20. Ouais, non, pour certains, ça a vraiment été la grosse cata. Et pour ça, nous allons débuter avec la catégorie « J'ai pas compris ». Et je suis triste, mais oui, je vais devoir mettre un auteur chouchou dans cette catégorie avec Comédia de Thierry Jonquet aux éditions Folio. Je vous avais parlé de ce roman que j'ai lu durant le Black November. D'habitude, j'adore Thierry Jonquet. C'est vraiment un auteur qui, pour moi, a une plume à part dans l'univers littéraire français. Une plume qui, je le conçois, peut ne pas plaire à tout le monde, mais qui, moi, en règle générale, arrive à me séduire. Mais alors, avec ce roman-ci, il m'a perdu, mais alors complètement. Alors j'ai l'habitude avec Thierry Jonquet de ne pas tout comprendre dès le début de ma lecture, loin de là. Parfois c'est même carrément à la fin du roman que les éléments se mettent en place et que là, la lumière se fait. Mais alors avec ce roman-ci, c'est resté nébuleux tout du long. Et à la fin, je me suis sentie con. Je me suis dit... je sais pas, il me manque des pages ou comment se fait-il que je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Donc vraiment là pour moi il a poussé le curseur un peu trop loin et pour le coup ça l'a pas fait. Et preuve de ma déconvenue, je lui ai mis 11. Dans la catégorie encéphalogramme plat, j'ai également mis Tout est possible d'Elisabeth Strout avec un 12 sur 20 et c'est l'exemple parfait du roman pour lequel heureusement que Livre Addict est là parce que je n'en garde aucun souvenir. Vraiment. Je me souviens que durant ma lecture, j'avais trouvé ça absolument sans intérêt. Pour moi, il n'y s'est passé absolument rien. Je crois qu'on est avec une auteure, une nana qui a écrit un bouquin, qui a eu pas mal de succès, qui revient dans son village où elle a grandi, où elle a d'ailleurs, je crois, grandi dans une famille plutôt pauvre. Et voilà, je pourrais pas vous en dire plus parce que franchement, c'est le peu d'éléments dont je me souvienne. Mais en tout cas, ouais, finalement, ce qui me reste, c'est que cette lecture était ennuyeuse à mourir et sans intérêt. La catégorie suivante, je l'ai intitulée « J'aurais pu faire mieux à 15 ans ». Et pour ça, je pense que certains de vous, sans doute, je vais vous reparler un tout petit peu parce que je pense que j'ai déjà bien assez insisté sur ma déception avec ce roman. Il s'agit de Un fil de Rainbow Rowell aux éditions Milady.
J'ai détesté ce roman, je vous l'ai dit, il était dans un point lecture qui est sorti je crois il y a très peu de temps sur la chaîne. Il n'y a rien que j'ai aimé en fait dans ce bouquin. Les pérégrinations d'une quarantenaire maman qui va se mettre à se poser des questions sur est-ce que j'aime mon mari ou pas et pourquoi il fait la gueule et je comprends pas et oh tiens il y a mon meilleur ami qui est là que je connais depuis 20 ans et est-ce que ce serait pas lui finalement que j'aime et bla 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 bla. Bref, comme je l'avais dit, ce roman pour moi a autant d'intérêt que le journal intime d'une gamine de 15 ans et ouais, en plus de ça c'est écrit ou traduit une fois de plus, je ne sais pas trop, mais écrit avec les pieds. Je pense que c'était ma dernière expérience avec Rainbow Rowell. Voilà, à un moment, faut arrêter les frais et là non, ça a été une torture de lecture, vraiment ça ne l'a absolument pas fait. Ah puis je vous passe les clichés et certaines énormités qu'il y a dans ce roman. Pour le coup, hein, les petits signés, c'est pas pour noter des jolies phrases ou des choses que j'ai bien aimées, hein, c'est plutôt pour noter des choses qui là m'ont posé problème. La catégorie suivante, je l'ai intitulée « Parfois il faut rester sur ce que l'on sait faire ». Et malheureusement, dans cette catégorie, je suis triste là encore de mettre l'un de mes auteurs chouchous avec Orpheline de Frank Buys aux éditions J'ai lu. J'ai mis un 12 à ce roman et je crois que Frank Buys est quand même le seul auteur qui a réussi à se retrouver à la fois dans mes tops et à la fois dans mes flops. Et ça vraiment, je l'ai pas vu venir. Quand j'ai commencé ce roman, je me suis dit chouette, un nouveau Frank Buys, pour le coup d'ailleurs assez court, ce qui généralement n'est pas trop le cas avec cet auteur. En plus de ça, ici on partait vraiment dans un policier et le problème c'est que Frank Buys avec les policiers, ça le fait moyen. Vraiment, je trouve qu'il est bien meilleur dans les romans noirs ruraux comme il fait d'habitude. Pour moi ici, ça manquait cruellement de crédibilité, de réalisme, de profondeur. Comme je l'avais dit, hein, ça n'a pas été une lecture désagréable, mais c'était franchement pas à la hauteur de la qualité d'écriture de l'auteur. Donc voilà, pour moi, c'est un raté. J'étais obligée de le mettre dans ce flop, malheureusement, de 2021. Catégorie 5 que j'ai intitulée « Essai foireux » avec King Kong Théorie de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Oui, ce court livre, qui n'est pas du coup un roman, est un essai qu'on dit plutôt féministe. Je ne reviendrai pas dessus, voilà, moi c'est vraiment un essai qui ne m'a pas du tout convaincu, avec même des choses qui m'ont posé problème. J'ai pas du tout aimé cette lecture, ça n'a pas été, on va dire, en accord avec ce que je pense. Je ne reviendrai pas sur le sujet, je ne m'étalerai pas non plus sur le sujet qui est ô combien polémique. Voilà, je ne suis pas là pour ça, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, pour ma part, c'est pas une lecture qui m'a convenu. Et par contre, là où ce roman a su me surprendre, c'est que lorsque j'en avais fait mon point lecture, je m'attendais justement à me prendre des foudres de commentaires, tous plus négatifs et haineux sur YouTube. Et finalement, je crois que je n'ai eu aucun commentaire de ce type. Bien au contraire, j'ai eu la très bonne surprise de voir que nombreuses d'entre vous pensaient la même chose que moi. Donc voilà, merci, ça m'a fait beaucoup de bien personnellement, ça m'a rassurée entre guillemets, je me suis sentie moins seule et voilà, pour moi là encore, flop de 2021. En même temps pour le coup, j'étais un peu préparée parce qu'en général, Virginie Despentes avec moi, soit ça passe, soit ça casse. Donc voilà, je sais qu'avant de commencer l'un de ces romans, c'est toujours pile ou face. La catégorie suivante, je l'ai intitulée « L'auteur des montagnes russes » et dedans j'y ai mis Ressources inhumaines de Frédéric Viguier aux éditions Albin Michel. J'avais lu ce roman, il me semble, en début d'année et quelle déception ça avait été. Parce que, souvenez-vous, Frédéric Viguier, ça avait été l'un de mes énormes coups de cœur avec Aveu de faiblesse en 2020. Un court roman d'ailleurs que je sais pas mal d'entre vous avaient lu suite à ma chronique et avaient aussi adoré. Du coup, lorsque je me suis procuré un autre de ces titres, j'étais comme une dingue. J'avais vraiment très hâte de le découvrir parce que, je vous dis, dans Aveu de faiblesse, sa plume m'avait complètement enchantée et convaincue. Et j'avais adoré ce roman. Et alors, avec celui-ci,
J'ai pas compris ce qui s'est passé, parce que alors là, pour le coup, ça a été une déception, une lecture d'un ennui assez dingue. Dans ce roman, on va suivre une femme durant, je dirais, une bonne vingtaine, trentaine, voire quarantaine d'années. On la suit au tout début lorsqu'elle commence à faire un stage dans un supermarché. Elle va rentrer donc comme stagiaire et puis petit à petit, elle va grimper les échelons. Toujours d'ailleurs en écrasant ses collègues ou en passant sous le bureau. Ce roman pour moi c'est un peu le guide de si tu es une femme et que tu veux réussir dans ta vie professionnelle, sois une sinon tu n'y arriveras pas. Voilà, merci monsieur Frédéric Viguier, à cause de vous je vais devoir me biper dans ma vidéo. Non vraiment j'avais détesté le personnage central, j'avais pas du tout aimé la fin, en fait je crois que pendant toute ma lecture j'attendais que l'histoire débute, qu'il se passe quelque chose d'intéressant, et en fait, à part les petits coups de pute de notre personnage principal, bah il se passe rien. Donc voilà l'exemple type d'un auteur qui m'a procuré un énorme coup de cœur livresque et aussi une énorme déception. Mais alors énorme. Je me souviens même que j'avais eu cette sensation carrément que les deux romans n'avait même pas été écrit par la même personne. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas le même auteur. Voilà, vous l'aurez compris, ressources inhumaines, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter dessus, vraiment. Et pour info, je lui avais mis 11 sur Livre Addict. Le roman suivant, là aussi, vous pouvez l'oublier, faire l'impasse dessus, vraiment, vous ne raterez rien, bien au contraire. Il s'agit de Gravé dans le sable de Michel Bussy aux éditions Pocket, auquel j'ai mis un très joli 10 sur 20, c'est pour vous dire à quel point... Là, c'est l'exemple typique du roman qui m'a posé problème. Il y avait pour moi beaucoup trop de choses problématiques dans ce livre. Alors, Michel Bussy et moi, on n'est pas les meilleurs potes de l'univers. J'en ai lu pas mal de lui et ça n'a jamais été des claques, loin de là. Mais néanmoins, certains de ses romans ont su être de bons divertissements, qui faisaient le job et voilà, c'était plutôt sympa. Mais alors avec celui-ci, et bah là pour le coup ça n'a vraiment pas été un bon moment. Je me suis même, je pense, bien énervée sur certains passages. Un roman bourré de clichés, là aussi clairement les nanas en prennent pour leur grade, mais alors bien comme il faut. Bref, je ne reviendrai pas dessus, je pense que j'avais été très claire dans mon point lecture, mais pour moi c'est un Michel Bussy que vous pouvez oublier, mettre de côté, il n'en vaut pas la peine pour moi. Et puis voilà. En 2022, j'essaierai d'en lire un autre de cet auteur, histoire de conjurer le sort. Parce que là, on reste vraiment sur une note pas positive du tout. Alors que pourtant, à la base, ça partait d'une bonne idée en plus. Hein. Le pitch de départ n'était pas dégueu. C'est ça qui avait d'ailleurs réussi à m'accrocher. Mais vraiment, il en a fait du bullshit. Hein. La 8e catégorie, je l'ai intitulée L'abus de vodka est dangereux pour votre créativité. C'est le roman auquel j'ai mis la pire note sur Livre Addict et d'ailleurs il a de façon globale une moyenne exécrable. Je lui ai personnellement mis 5 et je suis allée voir tout à l'heure, il a une moyenne de 5,1 sur Livre Addict. Je n'ai jamais vu ça sur un autre bouquin. Et il s'agit de La Reine des Terminus de Sofia Kupriachina aux éditions 10-18. Ce très court livre est un recueil de nouvelles autour de différents personnages, je dirais un peu borderline, qui vivent dans des pays plutôt slaves. Et alors, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. C'est vraiment, je pense que l'auteur a écrit ce recueil de nouvelles en étant complètement bourré. Je vois pas d'autre explication. Donc voilà, petit roman certes, mais sans intérêt aucun. Si vous le rencontrez, laissez-le gentiment sur son étagère, hein, mais ne le prenez pas, parce que pour moi, il n'y a rien à sauver là-dedans. Vraiment, aucun intérêt. J'ai rien. Que dalle, je pense qu'avec 3 grammes dans le sang, j'aurais écrit mieux. La catégorie suivante s'intitule La sauce n'a pas pris et le soufflet est retombé. Et vous allez voir que je fais de l'humour un petit peu naze, mais bon, j'assume. Puisqu'il s'agit du roman Le cahier de recettes de Jackie Durand aux éditions Stock. Dans cette histoire, souvenez-vous, il était question d'un homme qui va aller sur
le lit de mort de son père qui était chef dans un restaurant et qui a un peu dédié toute sa vie à ce restaurant. Et par conséquent, son fils avait peut-être quelques reproches à lui faire. Là encore, je trouve qu'on était vraiment avec un roman qui avait de bonnes idées de départ. Mais voilà, il y a un truc qui ne l'a pas fait. Ça a manqué de profondeur, de sentiments pour moi. Et puis en plus de ça, dans ce livre, alors vous me direz, ça s'appelle le cahier de recettes, donc pas surprenant, on y parle de bouffe tout le temps, mais alors, tout le temps, j'ai l'impression qu'il n'y ait question que de ça, qu'on a presque un listing de recettes et d'ingrédients et d'ustensiles de cuisine. Et je me souviens aussi que malgré le fait qu'on y parle tout le temps de nourriture, à aucun moment j'avais l'eau à la bouche ni envie de manger ou quoi que ce soit. Et du coup pour moi c'était preuve qu'il y avait quand même un petit raté. La catégorie 10, je l'ai intitulée C'est long et ça pue la charogne. Et dans cette catégorie j'y ai mis Got Mountain de David Van aux éditions Gallmeister. Là encore je suis un peu triste parce que les éditions Gallmeister en général pour moi c'est vraiment une maison d'édition qui est gage de qualité. David Van, je l'avais plutôt bien aimé dans Squan Island. J'avais vraiment trouvé ce roman intéressant, tout ce qui était le fait de décortiquer ces relations père-fils avec cette ambiance un peu froide, glauque et angoissante. Bref, Squan Island, bien qu'étant un petit peu particulier par certains aspects, m'avait dans l'ensemble plutôt convaincu, mais alors avec Got Mountain, là pour le coup ça l'a vraiment pas fait. Pourquoi? Tout simplement, d'une part je pense parce que dans cette histoire on va suivre un jeune garçon qui part à la chasse avec son père, son oncle et un ami de son père je crois. Du coup il y est énormément question de chasse, d'armes, bref... America, et c'est pas vraiment le côté que je préfère du tout des États-Unis, c'est un côté qui ne m'intéresse pas en plus de ça. La chasse c'est vraiment un univers qui ne m'intéresse pas et même qui par certains aspects franchement me débecte. Donc par conséquent mon intérêt pour cette histoire était déjà assez limité et en plus de ça j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était une histoire un peu trop lancinante qui ne s'y passait pas assez de choses et voilà. Pour moi, ça fait flop. La catégorie suivante, je l'ai intitulée La galère et la remise en question vue par une bobo parisienne complètement déconnectée de la réalité. Et on est d'accord, c'est un petit peu long comme intitulé, mais je voyais pas comment le raccourcir. Et j'y ai mis Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête d'Olivia Zetlin aux éditions Solar. Alors ce roman, c'est l'exemple typique du roman, ma foi, plutôt joli, qui m'avait bien attiré avec cette très belle couverture, avec un résumé qui pouvait vraiment donner envie. Mais alors le contenu, c'était une catastrophe pour moi. On est entre le roman et le pseudo-livre de développement personnel avec le message de n'hésitez pas à remettre votre vie en question et à atteindre vos rêves un peu par tous les moyens. Mais si pour ça vous pouvez avoir quelques potes bien friqués qui peuvent vous filer un coup de main, vous filer un appart en plein Paris avec vue sur Montmartre et vous inviter dans des restos chics, c'est quand même mieux. Non, vraiment, je n'avais pas du tout aimé ce roman. Pour moi, il y avait plein de clichés. C'est pas ce que j'aime lire. En soi, j'ai rien contre ce type de roman, mais il faut vraiment que ce soit bien fait, que ce soit fait finement. Et alors là, pour moi, l'auteur y est allé avec ses gros sabots et ses gros clichés. Et vas-y, on y va, on en rajoute une couche. Et voilà, et vous pouvez être sûr que ce roman-ci fera partie de mon unhaul. Ah oui, et j'ai oublié, hein, celui-ci a récolté un joli 11 sur 20, tout comme le David Van juste avant. Nous arrivons tranquillement à la fin de mes flops et l'avant-dernière catégorie s'intitule « L'humour gras, c'est lourd sur l'estomac ». Et pour ça, je vais vite fait vous reparler de Cadavres, vautours et poulets au citron de Guillaume Cherel aux éditions J'ai lu. Est-ce que je vous reparle de l'histoire? On se situe en Mongolie, bon point, avec un personnage aussi farfelu que peu crédible, qui va suivre un autre personnage aussi farfelu que peu crédible, qui va, pendant une bonne moitié du roman, passer son temps à sauter des nanas et à parler de fesses.
au lieu de faire ce pourquoi il a été appelé sur les lieux, et au bout d'un moment il va se bouger les fesses et la fin n'a aucun intérêt. Voilà comment je résumerai ce roman. Le tout bien sûr saupoudré d'humour bien gras, bien potache, parfois franchement vulgaire. Non vraiment... Cette lecture avait été assez pénible, j'avais du mal à arriver au bout, je l'ai vraiment terminée pour pouvoir en parler comme je disais en tout état de cause, mais je doute fort du coup un jour de relire du Guillaume Cherel. Parce que là vraiment je crois que c'est tout ce que je n'aime pas dans ce type de roman humoristique, de pseudo-policier humoristique. Bien fait, ça peut être très sympa, mais alors quand c'est mal fait, vraiment ça peut très vite tomber dans la catastrophe. Et pour moi, ça a été le cas ici. Et du coup, il a récolté un petit 10 sur 20, qui était amplement mérité, je trouve. Ah, je l'ai dit, hein, je sais, je ne vais pas me faire que des potes, mais que voulez-vous? Je ne sais pas faire semblant. Et je terminerai mes flops avec la catégorie cliché, longueur et gros raté, dans laquelle je vais mettre Sauvez-moi de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. Et Jacques Expert, c'est un peu comme Bussy, hein. Avec moi ça passe ou ça casse. Il y a certains de ces romans que j'ai vraiment beaucoup aimés, comme par exemple le roman Qui. Mais alors avec celui-ci, là ça l'a pas fait. Là il m'a perdu. Alors un peu comme Bussy, je pense que ce monsieur doit avoir des petits soucis avec les femmes, parce qu'on est une fois de plus sur un roman où on a quand même un personnage principal féminin qui est là encore une grosse qui n'hésite pas à gentiment écraser les gens autour d'elle et à fomenter des petits mensonges, petits ou gros mensonges d'ailleurs, pour arriver à ses fins. Et non, j'ai pas aimé, j'ai trouvé que cette histoire était, comme je le disais, bourré de clichés, qu'en plus de ça, il y avait pas mal de longueur. Pourtant, hein, une fois de plus, ça partait d'une bonne idée de départ, mais ça n'a pas été traité comme ça aurait dû, ça ne l'a pas fait du tout. L'auteur est tombé dans des facilités d'écriture, des facilités de personnages, et ouais non, pour moi, ce n'est vraiment pas du tout le meilleur Jacques Expert, ce n'est pas celui que je vous recommanderais. C'est un petit flop pour ma part, et un petit raté aussi dans la bibliographie de l'auteur. C'est donc ainsi que je clôture enfin mon top flop de 2021, tant bien que mal, avec la luminosité déclinante, avec un chat juste à côté qui fait bouger la table et qui n'a pas trouvé meilleure idée que de faire sa toilette à 2 cm de mon appareil photo. En un mot, je n'ai pas été aidée pour tourner cette vidéo, mais j'espère néanmoins qu'elle vous aura été utile et que peut-être elle vous aura aussi diverti. Je suis personnellement très curieuse de connaître votre top flop à vous de 2021. Alors si vous pouviez vous contenter de m'en donner peut-être 3 tops et 3 flops, ce serait pas mal, parce que sinon ça va me prendre une fois de plus beaucoup trop de temps à lire et à répondre à tout le monde. Or, comme j'ai dit, je cours déjà après le temps en ce moment. Pour vos tops, je vais faire le tri parce que sinon je vais encore faire complètement exploser ma wishlist, et comme vous l'aurez compris, en 2022 je vais essayer d'être raisonnable sur les achats. Par contre, vos flops, ça m'intéresse, parce que si je pouvais éviter des grosses déceptions livresques en 2022, je suis pas contre. Donc vraiment, s'il y a des lectures qui ont été catastrophiques pour vous, surtout n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces levés si vous avez aimé la vidéo, et pourquoi pas à partager la chaîne avec d'autres lecteurs autour de vous. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!